Alors, Stéphane, tu t'interviens après moi, dans l'ordre qu'on s'était fixé. Ça Et marche. dans le chat, il y a Flo Didri. Alors, on imagine que c'est une femme qui dit: elles ont tellement le pouvoir, les femmes, que le pauvre Stéphane n'a pas encore placé un mot. Lol. T'inquiète, Flo, j'arrive. Il arrive. Alors, du coup, ça va être à moi d'être sur quelque chose de peut-être un peu plus général que ce qu'on a dit. En 63, on avait Louis Aragon dans Le Fou d'Elsa qui disait: l'avenir de l'homme et la femme. Puis ça a été interverti, mais ça veut dire exactement la même chose par Jean Ferrat en 75 qui disait: la femme est l'avenir de l'homme. Voilà. Alors moi, je vais me concentrer plutôt peut-être sur la partie, voilà, le féminisme, c'est un concept de l'oligarchie qui utilise toujours les mêmes ficelles, hein, l'infiltration, la tromperie et la répétition. Voilà, et que donc, en effet, on arrive tous à ce constat qu'il est grand temps de remettre les choses à leur place. Et dans cette petite introduction, donc le féminisme, c'est une des armes, loin d'être la seule, de destruction massive, voilà, qui fait partie vraiment d'un ensemble. Je dirais que peut-être ça a commencé par les femmes, et puis après ça s'est élargi à d'autres groupes, ce qu'ils appellent minorités. Voilà, donc but de la destruction de la société traditionnelle. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout une évolution spontanée de la société, comme beaucoup de gens l'imaginent. Il y a vraiment une opération de guerre cognitive derrière tout ça. Lucien Cerise parle très bien beaucoup mieux que moi du sujet, mais vraiment il y a une guerre cognitive qui ne dit pas son nom et qui vraiment a pour but de créer des nouvelles croyances, de modeler des nouvelles perceptions, et par sorte de mimétisme, tout en censurant aussi toutes les voix discordantes, on arrive à créer effectivement quelque chose. Alors peut-être que c'est le moment... alors non, tu feras juste après, Redouane. Je voulais évoquer, moi, dans les souvenirs moins lointains que ceux de Maria, effectivement, celui que vous connaissez tous, c'était les suffragettes aux États-Unis, qui ont été, c'était une pure manipulation de masse par le neveu de celui qui faisait de la psychanalyse là, aidez-moi. Freud, double neveu en plus. De Freud. Le neveu de Freud, Édouard Bernays, qui s'était spécialisé dans ces opérations et qui avait réussi, en utilisant des femmes connues, les suffragettes, etc., à faire fumer les femmes. Alors je le remercie pas parce que je fume et que j'aimerais bien arrêter. Voilà, et puis après je vais peut-être un peu en 3 points différents. Trois axes, peut-être parler de l'aspect social-sociétal, après de parler plutôt de la dimension plus intime homme-femme, et puis finir sur une dimension plus spirituelle. Alors peut-être pour commencer, comme je voulais commencer sur la date à laquelle on ne peut pas échapper, c'est mai 68, on va commencer par le petit extrait du film de Bertrand Blier. Non, c'est pas Bertrand, c'est... Si, c'est Bertrand Blier, Calmos, qui est un film des années 70 à regarder entre hommes ou avec des femmes ouvertes d'esprit. Voilà, à toi la technique, Redouane. Pardon, monsieur, la rue Gustave Flaubert, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez foutre, Gustave Flaubert? Ça ne me regarde pas, monsieur. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Oh, il est aimable. En quel honneur? Ça, c'est incroyable. Je lui demande un renseignement, il m'insulte. De quel droit vous lui demandez un renseignement? Même dans la rue, on peut plus avoir la paix maintenant. Vous veniez nous les briser jusque sur les trottoirs. Y a pas de renseignement, y a pas de rue Gustave Flaubert, y a plus rien. Vous voyez pas que c'est un homme fatigué? À 2 doigts du break? Vous cherchez l'incident ou quoi? Vous trouvez pas qu'elles auraient tendance à nous faire chier? Toutes? Vous êtes du quartier? Non, de Montrouge. Et elles sont comment à Montrouge? Va arriver un moment où on pourra plus, ça c'est sûr. Et alors là, À force de jouer avec nos nerfs. Fragile, les nerfs. et on en a beaucoup. Alors s'ils pètent tous à la fois, ça risque d'abîmer leur petite gueule. Elles auront que ce qu'elles ont cherché. Moi c'est pas compliqué, j'étouffe, je suis asphyxié. Forcément, elles nous pompent tout. Ça va pas durer comme ça, moi je vous le dis, il faut que ça craque.
Merci Redouane. On passera un autre petit passage savoureux. Franchement, regardez tout le film, c'est un petit bijou. Bref, alors je vais faire comme mes petits camarades, je vais couper la caméra. Voilà, donc mai 68, c'est difficile d'y échapper dans notre sujet, parce que c'est un vrai rouleau compresseur et un vrai accélérateur de changement de société. Alors, vraie révolution, fausse révolution. Nous, ici, on a tendance à penser que la plupart des révolutions sont des révolutions sous contrôle, ce qu'on appelle aujourd'hui les révolutions oranges, et qui s'est fait, en tous les cas, au nom de la liberté avec un grand L, l'égalité avec un grand E, et puis du progrès. Voilà, le fameux progressisme. Bon, évidemment, tout ça est une inversion comme le reste, je dirais. Alors, en écoutant Mariette tout à l'heure, c'est vrai que mai 68, c'est avant tout une révolution de bourgeoises. Hein, les femmes du peuple ont toujours travaillé. C'est vrai qu'on pouvait comprendre à l'époque, moi je vois ma mère qui est née dans les années 30, qu'effectivement il y avait peut-être un carcan un peu serré pour les femmes, qui avait peut-être besoin de changer des choses, peut-être besoin de plus d'épanouissement. Mais en tous les cas, peut-être la tromperie de mai 68, c'est d'avoir fait croire que c'était au nom de toutes les femmes, alors qu'en réalité, c'était des bourgeoises qui n'étaient pas caissières à Monoprix et qui espéraient un boulot épanouissant, bien payé. Voilà, donc pas du tout. C'est important de le préciser parce qu'on a tendance à mettre les femmes toutes dans le même panier. Or, c'est pas le cas. Voilà. Après, petite parenthèse je me suis rappelé de ça. J'avoue que j'avais un peu oublié. On a eu en 99, vous devez tous vous en souvenir, on a eu les chiennes de garde qui se sont mises à envahir l'espace public. Voilà, je dirais même que c'est peut-être pour moi, en tout cas dans mon souvenir, le point de départ où vraiment les hommes deviennent officiellement l'ennemi, où il y en a qui sont tentés de devenir plus féministes que les féministes elles-mêmes. Voilà, je trouve qu'il y a une déclaration de guerre qui est de plus en plus prégnante au fil du temps. Alors en tous les cas, je vais peut-être enfoncer un peu des portes ouvertes, mais c'est pas grave, je me lance. Je dirais que dans les destructions successives qui ont eu lieu, la première personne à faire tomber, c'était évidemment le père, qui avait un rôle de protecteur de la famille, et que sans la destruction du père, on n'aura pas pu s'attaquer aussi facilement aux femmes, et donc en conséquence, évidemment, à la famille. Et puis une fois qu'on a détruit la famille, eh bien quoi de plus simple que de mettre la main sur les enfants, et puis en bout de course d'atomiser la société. Donc on arrive à des taux de divorce. Je dirais même que les gens qui ne sont pas divorcés aujourd'hui sont la minorité. Et puis par cette espèce de guerre de sexe dont on n'arrive même plus à savoir pourquoi est-ce qu'on est en guerre des sexes, mais enfin en tous les cas c'est là. Après, est-ce que c'est réellement voilà, en tous les cas ce combat soi-disant mené par les femmes, soi-disant, hein, je pense que beaucoup manipulé par les hommes. En tous les cas, il a aussi permis, moi j'attribuerais ça plutôt de manière très claire à l'arrivée de Mitterrand, à glisser sur le terrain du sociétal. C'est-à-dire que ça permettait effectivement en mettant l'accent non plus sur qui on était, mais sur quel sexe on avait, puis après ça a déroulé sur quelle peau vous aviez. Enfin, on a eu toute la gamme, donc les femmes, les homosexuels, si vous étiez noir et blanc, qui finissaient par vous définir avant tout. Et puis, avec du recul, on se dit que le concept de femme, ça veut rien dire. Effectivement, c'est pas. Alors ça, c'est pas de moi. Je rends honneur à Soral qui a parlé de tout ça. Effectivement, c'est pas une catégorie sociale. Ça a permis vraiment ce glissement de passer de la défense des travailleurs à la défense des minorités, à tout ce délire, non à la discrimination. Voilà. En fait, la vraie parité qu'on pourrait mettre sur la table, ça serait la parité plutôt riche-pauvre, qui bien évidemment n'existe pas, et pour surtout la faire oublier, eh bien on préfère la remplacer par la parité homme-femme,
avec tout ce qui s'est passé avec les quotas, la parité, il faut autant d'hommes que de femmes, enfin des trucs complètement délirants. Donc voilà, finalement c'est une espèce de sexualisation à outrance des rapports humains, qui n'apporte rien par rapport à ce qu'était la société auparavant. On dirait plutôt que ça apporte au pouvoir. Après, évidemment, ça m'amène effectivement au combat politique, c'est-à-dire que l'introduction du féminin dans le politique, on sait, on va dire, dans les grandes lignes, les femmes, nous sommes plus émotionnelles et plus portées à la psychologie que les hommes, et donc on a vu tout ce dérapage via les médias de nous pousser de plus en plus, non pas à la réflexion, mais effectivement à l'émotionnel, qui est vraiment, on est tartiné d'émotionnel, jusqu'à aujourd'hui, on voit que la guerre en Ukraine est un bon exemple. Sinon, est-ce que c'est vraiment choquant de dire que le masculin est naturellement tourné vers l'extérieur? Tu en as parlé, Maria. Donc, et plus, on pourrait dire que le masculin est peut-être plus conçu, c'est peut-être pas le bon mot, mais vous voyez ce que je veux dire, pour le combat politique, puisque c'est un rapport de force. Voilà, la nature des femmes est peut-être plus portée vers l'intérieur. Voilà, je dirais que les sexes que nous avons le définissent assez bien. Et puis, donc, on en arrive à cette caricature où, effectivement, les femmes en politique finissent par imiter les hommes et peut-être même devenir pire pour essayer de compenser. Voilà, donc tout ça est une espèce d'absurdité qui nous sort de nos rôles naturels. Après, je me suis posé la question de libération de la femme, qu'on nous a ressassé à plus soif, en nous demandant de quoi étions-nous supposément libérés. Alors, on était supposément libérés du pouvoir des affreux hommes qui nous empêchaient de nous exprimer. Finalement, on nous a libérés de notre mari pour nous amener vers notre patron. On nous a mis en concurrence avec les hommes. Et puis tout ça, effectivement, fait que nous sommes devenus une marchandise comme le reste de la société. On est devenu une marchandise, je dirais avant les enfants, mais enfin ça ouvrait cette voie-là. Et puis, forcément, quand on travaille et qu'on gagne sa croûte, on l'ouvre plus quand on est en face des hommes, et évidemment, on délaisse son rôle de mère. Alors, la libération, évidemment, c'était celle du corps et de la maternité et de l'enfantement, comme si c'était quelque chose d'effroyable dont il fallait absolument se débarrasser. Et puis, il y a eu aussi toute cette évolution de la société vers la culture pornographique, qui a complètement envahi l'espace public, Internet, enfin partout. Et avec cette espèce d'illusion, Maria, tu l'as très bien dit, hein, du pouvoir de disposer de son corps. Voilà, donc les femmes ont été, je dirais, assez bêtes pour se plier à ça, en devenant à leur insu des objets sexuels. Voilà, ce qui n'était pas le but de départ, mais enfin c'est le résultat. Et puis la libération, c'est aussi la libération du carcan religieux. C'est vrai que l'époque de nos grands-mères était quand même très étroite pour les femmes. Voilà, on peut comprendre qu'au départ il y a eu des envies de changement. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il fallait en arriver là où on en est? On peut se poser la question. En tous les cas, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, tous ces combats sont menés au nom des droits, et donc du coup, on ne parle plus jamais de devoirs. Et puis, un des grands droits défendus, c'est le droit au plaisir, le droit pour moi. Il y a beaucoup de moi-je dans tout ça. Moi, ce que je constate, en tous les cas, c'est que tout ça est mené au nom de la tolérance. Finalement, ça aboutit exactement à l'inverse, c'est-à-dire une intolérance assez sidérante où les hommes sont exclus de certains endroits. Voilà. Bon, on a malheureusement hérité de cette espèce de folie qui nous vient. Alors, peut-être Maria, tu seras pas d'accord avec moi, mais moi j'ai tendance à penser, en tous les cas, dans ce que je connais, que ça nous vient beaucoup des États-Unis avec tous ces excès. Et voilà, il suffit de voir un peu les compositions du gouvernement américain dans l'armée, dans le sport. Enfin, tout ça est quand même assez catastrophique.
Alors après, pour terminer sur donc l'aspect social, sociétal, je voulais évidemment parler du combat qui est mené au nom de l'égalité. Finalement, le résultat, c'est que les femmes se mettent en compétition avec les hommes. C'est vraiment nécessaire. Et puis, il y a évidemment ce mythe de la non-égalité des salaires, qui s'explique effectivement par le fait qu'on porte les enfants et qu'on a des coupures dans nos carrières. Et puis, je pose la question, si à qualité égale, on coûte moins cher, moi, si j'étais un patron, je n'engagerais que des femmes. Or, ce n'est pas le cas. Bon, c'est pas le sujet de ce soir, mais enfin, en tous les cas, il y aurait forcément des choses à dire là-dessus, parce que c'est un argument qui est très utilisé. Donc voilà, donc on peut constater qu'effectivement, il y a une manipulation du grand capital derrière tout ça. Qu'on a jeté les femmes au nom de l'indépendance par rapport aux hommes dans les bras du capital, ce qui fait que au bout du compte, c'est très bien pour la finance parce qu'ils payent plus d'impôts. Du coup, il y a 2 personnes qui payent des impôts. Et puis surtout, nous sommes de très bonnes consommatrices. Ça, ils l'ont bien compris aussi. Voilà. Du coup, toutes ces femmes là comme ça qui se sont mises à travailler, finalement, ont travaillé pour pouvoir payer la garde de leurs enfants, qui seraient gardés par d'autres femmes. Il y a une forme d'absurdité. Enfin voilà, c'est plein de conséquences sur la société, la cuisine industrielle, voilà. En tous les cas, aujourd'hui, moi, je l'ai constaté, je l'ai constaté à plusieurs reprises dans mes expériences. Je dirais que les femmes aujourd'hui n'ont même plus d'autre choix que de travailler. C'est-à-dire que celles qui osent rester chez elles et s'occuper des enfants sont regardées de travers. Voilà, comme si c'était vraiment une mission dérisoire et dénigrante. Donc on se retrouve presque dans une obligation d'aller bosser. Et puis l'autre obligation, c'est qu'effectivement les classes moyennes se sont appauvries, qu'un ouvrier dans les années 50 pouvait nourrir toute sa famille, avoir une maison et une voiture, et qu'aujourd'hui, en effet, sans un deuxième salaire, on se rend compte que ça devient difficile. Et puis évidemment, particulièrement dans les grandes villes où les loyers deviennent complètement fous. Donc voilà, effectivement, par cette double mâchoire des mentalités qui ont changé et de l'appauvrissement des classes moyennes, on a bien été obligé d'aller bosser. Voilà. Après, je voulais aborder aussi la dimension intime homme-femme, quand même de tous ces dégâts que ça a fait. Voilà, moi, le constat que je fais, je ne sais pas si vous le partagerez, mais je trouve que les femmes aujourd'hui se donnent trop vite et que les hommes sont devenus particulièrement impatients. Ils ont perdu le goût de la conquête, de la séduction, du charme de ce temps d'attente. Voilà, je trouve que ça abîme beaucoup les choses. Alors évidemment, on arrive en bout de course à toutes les dérives sur Internet avec les sites de rencontres que moi je trouve absolument déprimants. J'y ai jamais foutu les pieds, mais ça me déprime. Et vraiment, c'est un révélateur de la misère du désir, de tous ces gens qui sont célibataires, alors que finalement, c'est pas du tout ce à quoi ils aspirent. C'est vraiment une démolition contrôlée de l'amour entre les hommes et les femmes. Voilà, c'est très triste pour tout le monde. Après, dans cette dimension intime, on voit de plus en plus d'hommes féminisés. Voilà, moi je le regrette aussi. De femmes qui se masculinisent, parce que vraiment c'est mieux. Moi, si je devais caricaturer ma pensée, j'ai l'impression aujourd'hui que en tous les cas, selon les critères de la propagande, quand on est une femme, on a le choix entre être une pute, voilà, pour le dire clairement, ou alors une espèce de guerrière hyper masculine qui est capable de péter la gueule des garçons. Voilà, donc d'un côté, on veut supplanter les hommes qui seraient responsables de tout, et de l'autre côté, il faudrait leur ressembler. C'est une énième contradiction. Et donc, les féministes, en tous les cas, dans la manière dont elles se sont laissées faire, laissées corrompre et hypnotiser, contribuent pour moi à la disparition du féminin, et non à sa sauvegarde comme ce qui est annoncé. Donc je vois beaucoup d'hommes en souffrance. Tu as parlé des viols, voilà, je suis complètement d'accord avec toi. On pourrait parler aussi des séparations, quand il y a les gardes d'enfants, les hommes s'en tirent très très mal.
Ils sont toujours perdants. Voilà, moi j'ai tendance personnellement à prendre leur défense, et en tant que femme, je profite d'être une femme pour l'ouvrir. Voilà, je vois donc beaucoup d'hommes en souffrance qui finissent par avoir peur des femmes, qui pensent qu'on est toutes pareilles, donc on finit par être obligés de se justifier que non, nous ne sommes pas d'affreuses féministes. Voilà, moi je le vois aussi sur mes enfants qui réalisent aussi, qui sont attristés et même, je dirais, en souffrance, d'être montrés comme des ennemis. Voilà, donc pour la jeune génération, ça devient vraiment très compliqué. Après, dans cette dimension intime, évidemment, quand on vous pose en victime, c'est le rôle le plus confortable. Hein, il suffit de connaître le triangle de Karpman. La victime, elle est intouchable. Ça, on a bien compris. Et donc, cette victimisation des femmes, c'est vraiment un outil de transformation qui précède toutes celles qui ont suivi, hein, l'utilisation des homosexuels et puis des minorités en général. Je ne sais pas si vous connaissez le documentaire Evergreen, qui est édifiant sur les minorités raciales aux États-Unis, et le résultat que ça donne dans les universités américaines, c'est hallucinatoire. Voilà, donc il y a dans cette intimité qui devrait être très belle entre les femmes et les hommes, eh bien, écoutez, il y a beaucoup c'est très abîmé, à tel point que vous avez sans doute été nombreux à le voir. On a eu sur les plateaux télé un homme qui a répondu à son interlocuteur, mais enfin, qui vous dit que je suis un homme? Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais voilà où on en est. Voilà, donc en réalité, ça va très loin. C'est une vraie déconstruction de l'être humain, avec un grand H. Moi, je dirais dans un but totalitaire. Et je dirais que les deux sexes sont perdants. Et évidemment, les enfants sont les grands perdants de tout ça en bout de course. Et puis pour finir, pour pas être trop longue, écoutez, je voulais aussi parler de la dimension spirituelle, hein, puisque c'est Ordinare aussi est engagé sur ce socle spirituel. Donc j'écoutais l'autre jour Ariane Biran, que j'aime beaucoup, qui parlait du livre d'Arthur Koestler, le Zéro et l'infini, et qui a dit un truc que j'ai trouvé intéressant, j'ai noté, qui disait il y a deux conceptions de la morale humaine qui s'opposent. La première, chrétienne et humanitaire, qui déclare l'individu sacré et affirme que les règles de l'arithmétique ne doivent pas s'appliquer à l'humain, qui dans notre équation représente soit zéro, soit l'infini. La deuxième conception est collective et elle justifie tous les moyens, permet et exige que l'individu soit subordonné en tout point à la communauté, qui peut disposer de lui soit comme d'un cobaye dans le cadre d'une expérience, soit comme l'agneau que l'on offre en sacrifice. Je souligne cette notion de sacrifice qui me paraît très importante dans ce qu'on dit, parce que Maria t'a parlé de la GPA, t'as parlé de l'avortement, mais en réalité, une fois qu'on détruit tout ça et qu'on détruit même l'identité des gens, je pense qu'on peut oser parler de sacrifice. Voilà. Donc tout ça finalement nous amène en toute logique à nous dire qu'on s'est détourné. On nous a détournés, mais on s'est laissé détourner. Je crois que c'est important de le dire pour pas justement être en victimisation. Nous sommes laissés détourner des lois de Dieu, de cette polarité homme-femme qui est nécessaire à l'humanité, hein, parce que puisqu'il y avoir humanité, il faut bien qu'il y ait un homme et une femme et un couple pour se reproduire. Sans ça, c'est la fin de l'humanité. Voilà. Et puis, être obligé de constater que la nature divine de la femme a été totalement dénaturée. Moi, je dirais qu'il y a deux fonctions naturelles de la femme. La compagne de l'homme, c'est-à-dire en complémentarité, une complémentarité qui était remplacée par la guerre des sexes, par la compétition, la victimisation. Voilà, donc cette complémentarité qui est magnifique et complètement foutue en l'air. Et puis, évidemment, le rôle de mère, qui me paraît essentiel, qui est porteuse de vie, et qu'on a amené petit à petit à devenir porteuse de mort. Voilà, d'accepter de tuer son propre enfant. Voilà, c'est vraiment le constat très triste de l'abandon de soi, qui est le rôle de mère. L'abandon du don de soi et de s'occuper de ses enfants. C'est des choses qui sont merveilleuses et qui sont vraiment aujourd'hui ridiculisées.
Et puis, si on va un petit peu plus loin, il y a quand même, au bout du compte, la destruction de la création de Dieu, envers une nature dont l'homme fait partie, et qui est de plus en plus remplacée par un monde artificiel, virtuel. C'est-à-dire que tout ce qui est naturel et traditionnel est violemment attaqué. L'accouchement à la maison, l'allaitement, la médecine traditionnelle, etc. Et voilà, ce qui est naturel est devenu alternatif, subversif, pas à la mode, ringard, et tout ce qu'on veut. Voilà, donc voilà, tristesse de tout ça, mais il y a quand même des gens qui ont envie de revenir à des choses saines. Ça, je le vois aussi de plus en plus, c'est rassurant. Donc voilà, je vais pas trop m'étendre sur vraiment cette... Puis vraiment tout ce qu'on a vécu depuis 2 ans, c'est le prolongement de tout ça. C'est vraiment l'attaque des hommes, des âmes et des corps. Et si on pense aux enfants, et on doit y penser, ils sont sans repère du père, sans présence de la mère. C'est des familles qu'on appelle recomposées, mais qui sont décomposées pour les enfants. Et puis des enfants un peu perdus avec de la consommation de drogue, qu'on pousse aussi vers l'homosexualité. Qu'il y ait des homosexuels, c'est une chose. Maintenant, pousser toute la société vers ça, c'est autre chose. Voilà, donc c'est vraiment une perversion qui consiste à systématiquement inverser les choses et donc faire le mal au nom du bien. Moi, je dirais que c'est l'œuvre du diable, c'est la division entre les êtres humains et l'inversion du vrai et du faux. Voilà, les femmes se sont détournées de leur rôle de mère, la carrière est devenue plus importante que tout. Et voilà, c'est plus un but en soi. Et puis peut-être aussi dire que dans tout ça, il y a une négation de la réalité. Voilà, parce qu'il y a les lois de la nature existent, les lois de Dieu aussi. Voilà, on n'a pas parlé de la théorie du genre aussi, qui évidemment nous détourne de tout ça. Tu avais parlé de quelque chose d'intéressant aussi, Maria, qu'on en a préparé l'émission. Tu avais parlé d'androgynie, qui cumule les deux sexes, qui revient à dire je me prends pour un être supérieur. Ça, c'était ta version, je l'ai reprise. Et d'oser affirmer que le troisième sexe n'existe pas. Ils peuvent en inventer 10 s'ils veulent, ils peuvent en inventer autant qu'ils en veulent. La réalité nous ramène à l'idée qu'il y a 2 sexes. Voilà. Fin de la discussion. Voilà, donc en tous les cas, dans cet aspect plus spirituel, il y a quand même la désolation, la négation de la vie. Maria, tu en as parlé, donc je vais pas le reparler ici, mais voilà, c'est une criminalité effectivement qui n'est jamais ni mise en lumière, ni conscientisée, ni jamais punie. Et donc on tue des bébés au nom du bien. Voilà, c'est mortifère. On pourrait même dire que c'est un holocauste silencieux. Voilà pour la partie de tout ce que je voulais vous dire. Et peut-être en conclusion de cette partie spirituelle, dire que finalement, si ces idéologies ont pu s'infiltrer, c'est bien parce que la spiritualité s'est effondrée. Voilà, Mammon n'est à l'œuvre que parce qu'il a l'espace de le faire. Voilà. Tu avais parlé aussi d'une chose que j'ai trouvée très jolie, Maria, que je reprends. Tu avais parlé de l'image de l'ogive et de la clé de voûte. En parlant de l'homme et de la femme, tu avais parlé de 2 forces, tu me diras si je le dis bien, de 2 forces qui poussent vers le sommet pour s'équilibrer. Voilà, j'aime bien cette notion d'équilibre. La loi de la polarité, c'est la loi de l'univers et de Dieu. Voilà, pour arriver à cet équilibre. Voilà, et donc finalement renoncer au christianisme, c'est accepter de se retrouver enfermé dans la matrice, l'enfermement du progrès, du monde moderne. Voilà ce que je pourrais dire en synthèse, qui est finalement contraire à toutes les lois, et que finalement ce qui devient loi, c'est l'arbitraire. Voilà. Pour ma conclusion, écoutez, je la ferai en même temps que tout le monde. Donc, je m'arrête là pour mon petit exposé. Si vous avez des choses à dire, sinon, je laisse la parole à Stéphane. Moi, je me permets d'intervenir. Oui. Il y a le deuxième petit épisode pour qui ne va pas du tout pour la spiritualité, mais on va le passer quand même. Si tu veux, je le passe, il n'y a pas de problème. Après, c'est pas Allez, on le passe parce que je voulais dire juste 2-3 petites choses. C'est que
Alors, il y a pas mal de commentaires sur YouTube, là, c'est bien, les gens discutent, c'est encourageant. C'était très complet ce que tu as dit, mais ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des gens qui réagissent et qui carrément participent assez activement sur le canal Telegram du service public libre. Qui partagent carrément de la doc et tout, des passages de vidéos. Il y a un certain Marcel P là, qui nous a fait tout un laïus en même temps que tu nous parlais sur justement ce qu'il pensait du féminisme et des dérives du féminisme, même si lui il pense que le verre est dans le fruit dès le début. Et donc c'est assez intéressant. Je lui ai envoyé un petit message de venir nous rejoindre en toute fin d'émission s'il est disponible et si vous êtes d'accord. Donc voilà, un invité surprise. Déborde pas trop. Comment ? Si ça fait pas trop, ça fait pas trop déborder. On verra. De toute façon, il m'a pas répondu pour le moment. En tout cas, bon, ok. Dans ces cas-là, sans transition, alors je balance le deuxième extrait. Oui, qui est rapide. Allez, c'est parti. Seulement, il y a un truc qui est beaucoup plus dur, c'est de nous plaire, de nous séduire. Qu'on a envie de se retourner sur votre passage. Mais j'aime autant vous dire que c'est pas en vous boudinant dans des tenues léopards et en vous parfumant avec Jebel de chez Bijard qu'on va vous inviter pour un tango. Hein, Paul? Nous, on aime bien le décolleté dans le dos. Le long fume-cigarette, ça nous trouble. Mais le côté hanté, ça nous la coupe. J'en profite pour dire aux hommes que je les aime. Voilà. Oh bah c'est dit. C'est dit. Ok. Sans commentaire, personne ne veut réagir. Bon bah écoute Stéphane, l'homme de la soirée, c'est à toi. Voilà. Dans un truc très différent de celui alors on se comprend tous. Oui. Alors, vous me direz si jamais il y a des problèmes de son, parce que ça a été le cas en début, donc vous me le dites. Hein, c'est parfait. C'est parfait. D'accord. Merci. Pour pas oublier le... Ouais. Alors, donc, je me suis invité en fait au salon féministe là parce que je suis tombé sur un livre que je savais pas si j'allais le lire, puis en fait je l'ai lu. Ça parlait donc de Khalida Messaoudi, qui était une féministe en Algérie et qui a eu un rôle important pendant la décennie sanglante. Alors ce livre s'appelle Honoris Causa, comme nous le montre Redouane, en référence au doctorat Honoris Causa. Donc Honoris Causa, donc pour une cause honorable. Ce sont des doctorats qui sont décernés par des universités pour des gens non pas qui ont étudié, mais qui par leur œuvre, par leur implication en général, ce sont des personnalités qui se sont fait remarquer, que l'on veut saluer pour leur œuvre, si vous voulez, pour ce qu'elles ont fait. Et il y a eu toute une contestation lorsqu'il a été décidé en 1998, début 1998, d'attribuer à Khalida Messaoudi un de ses doctorats, de la part d'universitaires, de journalistes, de Français, d'Algériens, de Belges, de Suisses. Il y en a vraiment de plusieurs personnes qui écrivaient à l'université, qui ont écrit donc à l'université catholique de Louvain, qui avait donc pris la décision de lui accorder ce doctorat, pour exprimer les raisons de leur désaccord. Notamment, la raison principale, c'était que Khalida Messaoudi était impliquée dans le conflit algérien des années 90, qui, je vous le rappelle, à l'origine est dû à l'annulation des élections de décembre 1991, à la suite duquel le pouvoir militaire a repris la main, donc a annulé les élections, a repris la main, et à la suite de quoi il y a eu donc une flambée d'attentats qui ont systématiquement été attribués aux islamistes, alors ou bien du FIS, c'est-à-dire le Front islamique du salut,
qui avaient été dépossédés du résultat des élections, ou alors de groupes islamistes armés, les fameux GIA, dont on pouvait avoir des doutes sur l'origine. Alors là, je vais pas trop développer parce que moi, je vais être limité là-dessus. Je l'ai vécu dans le sens où j'étais jeune et j'ai vu le désastre que ça pouvait être, notamment dans les discussions. J'étais personnellement toujours mal à l'aise quand je discutais avec un Algérien. D'ailleurs, je n'en parlais pas spécialement. En revanche, ça a toujours été un traumatisme que j'estime partagé en France, déjà par la forte population algérienne, mais aussi parce que le discours qui était relayé en France, notamment au moyen, je vais bien dire au moyen de Khalida Messaoudi, faisait que de toute façon la France était partie prenante. Et le malaise dont je parle venait du fait que finalement dans les discussions on avait beaucoup de difficultés à tomber d'accord, et pour une raison finalement très simple que je comprends mieux aujourd'hui, c'est que face à la souffrance, comme par exemple aujourd'hui si on devait parler de la guerre qui se passe en Ukraine, quels que soient les arguments qu'on peut avoir, il reste que le silence, surtout quand on n'est pas concerné, est certainement la plus respectable des attitudes. Alors, en ce qui concerne donc Khalida Messaoudi, merci Redouane, nous avons ici un très bref aperçu quand on fait une recherche Google. Alors on tombe sur Khalida Toumi, donc j'ai appris hier qu'elle avait changé de nom. Alors, il faut savoir qu'après les années 90, elle a aussi été présente comme ministre de la Culture. Alors, elle a eu 2 postes, culture et je ne me souviens plus exactement l'intitulé, mais il y avait toujours la culture dedans, dans le gouvernement de Bouteflika. Alors, son changement de nom, je ne saurais pas vous en donner la raison, ça me semble relativement simple. Je pense qu'elle était relativement calcinée, au niveau de sa crédibilité. Et alors moi, ce qui m'intéressait finalement, c'était de montrer le rôle de la défense, l'engagement dans la défense des droits de la femme et plus généralement des droits de l'homme, sachant que les droits de la femme n'en sont qu'un sous-produit, enfin qu'un produit, c'est même pas un sous-produit, ça dérive naturellement à partir du moment où on conteste, où on parle de droits. Après, comme disait Mélanie, les droits des différentes communautés raciales. Après, il y a les droits des communautés sexuelles, puis ensuite les droits je sais pas moi, peut-être des bouteilles de champagne, j'en sais rien, ça s'arrête pas, c'est bien. Alors, donc les droits de la femme, effectivement, s'appuie de toute façon sur une dérive profonde de la notion de droit. Je pense, et je crois que ça pourrait déjà être l'essentiel de ce que je veux vous faire partager, que cette notion de droit est à l'origine de tous les problèmes, dans le sens où quand on parle de droit, on dit déjà qui est-ce qui donne, qui est-ce qui assure, qui est-ce qui garantit ce droit. Quand on est dans le cadre d'une famille, c'est assez facile à comprendre. Les élections en famille, on sait très bien que le gamin capricieux, en général, son vote il va vite sauter, c'est tout à fait logique, c'est une question de calme, déjà pour manger tranquillement par exemple. Voilà, bon, digression finie, je vais être un peu plus pas universitaire, mais je vais un peu plus me rapporter à mes notes. Donc, alors ce livre, comme je vous l'ai expliqué, est un cahier qui regroupe plusieurs lettres, donc qui sont écrites. La plupart de ces lettres estiment que Khalida Messaoudi n'a pas à être gratifiée de ce diplôme honoris causa. Vous présenter un peu les différents thèmes que je souhaiterais aborder. Alors le premier, c'est le féminisme, un droit de l'homme comme les autres. Alors merci, je vois que Redouane nous montre la liste des auteurs. Je pense que c'est très important ce que tu as fait, parce que ça permettra à chacun de voir un peu s'ils connaissent qui sont ces personnes-là. En ce qui concerne le plan, je vais l'aborder de façon succincte et à l'oral. Donc un premier point sur le féminisme que j'appelle un droit de l'homme. Alors sur la légitimité donc du féminisme et des droits de l'homme en général, je rapporte ça à Dieu, c'est-à-dire à l'homme en tant que créature de Dieu, où finalement cette notion de droit, où là on peut la reconnaître, c'est elle se comprend non pas comme issue d'un distributeur à droit, mais comme une réciprocité. En gros, mes droits sont garantis par les droits que je garantis à d'autres. Finalement, c'est une histoire de réciprocité.
Et bien sûr, en tout premier, et ce qui souvent occasionne l'incompréhension face à l'islam, combattre l'injustice. Parce que ça, on le retrouve partout, hein, même si ça a été mis en veilleuse chez les catholiques, et alors chez les juifs, je ne saurais pas trop en parler. Mais combattre l'injustice, c'est beaucoup plus affirmé dans le Coran. Sauf que pour ceux qui l'ont lu, c'est-à-dire vraiment lu, hein, qui prennent le temps de le lire, hein, sans dévorer le Coran le plus rapidement possible, et puis qui se laissent inspirer tout simplement par ce qu'ils lisent, on comprend que le principe, c'est la défense de sa propre personne, évidemment, mais plus encore de sa famille et de sa maison. On ne laisse pas rentrer les gens dans sa maison. À partir du moment où on est mis en danger, on se défend. Sachant qu'à la clé, il y a toujours la volonté de chercher les moyens d'arrêter le conflit. Le conflit n'est pas une fin en soi. Donc la volonté de conversion s'inscrit beaucoup plus dans une conviction personnelle qui fait qu'on estime que si on a compris ce qui était bon pour soi, ça pourrait être bon pour les autres. Il est important de rappeler ceci pour savoir que quand on parle de l'islam par le prisme de l'islamisme, il me semble à la lecture de ce livre que c'est vraiment ce qui a été mis en avant, c'est-à-dire par les médias évidemment, hein, et puis les différents relais, ceux qui sont intervenus dans les médias, que la violence qu'on pouvait voir était, en gros on a fait le parallèle entre islamisme et islam. Je vous apporte rien de nouveau ici. Donc la première partie, le féminisme, un droit de l'homme, légitimité. Ensuite, l'engagement féministe de Khalida Messaoudi. Donc je parle un peu de son histoire pour qu'on voit un peu de qui il s'agit. Et la deuxième grande partie, c'est les droits de l'homme. J'ai appelé ça une grenade dégoupillée. On joue avec le feu à partir du moment où on ne sait plus de quoi on parle. Et là-dedans, j'ai abordé deux aspects, c'est-à-dire les contradictions qu'on pouvait trouver dans les discours des droits de l'homme, qui font que, au nom d'une cause, on peut contredire la réalité. En gros, là, par exemple, l'annulation des élections au nom du danger pour la liberté, c'est un petit peu autre chose avec l'Algérie. Là, j'avoue que je vais y aller mollo. Mais bon, quand même, sur le principe de fonctionnement, on se rend compte qu'on était parti dans voilà, la démocratie imposée à tout le monde, les nationalismes arabes, c'est fini, l'autonomie des pays arabes, c'est fini. En tout cas, on a vu qu'il y avait une bascule vraiment géopolitique. Ensuite, la fin justifie les moyens, donc ça c'est par rapport au discours. Et puis une toute dernière partie sur les conséquences des droits de l'homme, alors les élections qui ont été annulées, la répression de l'islam, et le fait de tuer au nom du bien, ça on l'a vu depuis bien longtemps, ça se pratique. Et la note positive, c'est sur la lutte et le soutien des croyants aux populations, qui sont finalement une réponse, comme on le voit avec Ordinare, je pense que c'est ce qui nous a permis de nous réunir aussi. Il faut reprendre des principes simples. Alors, en ce qui concerne la cérémonie de remise de ce doctorat honoris causa, alors elle a été repoussée d'abord. Elle devait avoir lieu au mois de février 1998, elle a eu lieu simplement à la fin, au mois de décembre. Il y avait deux autres personnes qui ont reçu ce doctorat, c'était le cardinal Etchegaray, pour son conseil pontifical justice et paix, c'est-à-dire une mondialisation de la solidarité, c'est-à-dire selon l'idée, les fils d'un même Dieu bénéficient du même droit. Il y avait il y avait aussi la célèbre Aung San Suu Kyi, qui se bat contre le pouvoir militaire en Birmanie. Alors bien que fille d'un ancien responsable, elle a été accueillie avec son mari. Et donc la dernière, celle qui posait problème, c'était Khalida Messaoudi. Alors quand on connaît donc sa participation dans la guerre d'Algérie, enfin la guerre, ce qu'on appelle la deuxième guerre d'Algérie ou la décennie sanglante des années 90, on comprend qu'il y a eu des doutes, et qu'il y a eu des critiques, plus que des critiques. Bon, finalement, ils ont quand même décidé de lui remettre ce doctorat, pour simplement en limitant l'intitulé à son combat pour la cause des femmes. Alors, il faut savoir que cette université, l'université catholique de Louvain, donc en Belgique,
a pour habitude chaque année de décerner un prix à 3 personnes, et ça s'inscrit toujours dans les personnes dans le principe des personnes qui ont œuvré pour les droits de l'homme. Et là, les nombreuses objections qui ont été adressées alors, il s'appelle Marcel Gaucher, je sais plus, le recteur de l'université, mais c'est quel modèle est-ce que vous voulez prôner là pour les étudiants? C'est quoi? C'est le féminin, l'humain, le spirituel, l'intellectuel, et sans compter qu'au niveau religieux, sachant qu'en 1998, Noël et le Ramadan tombaient à la même période, au niveau symbolique, c'est pas terrible. Et puis on a quand même quelqu'un qui a été la première à demander l'annulation des élections. On sait d'ailleurs que avant les élections, déjà il y avait, à la fin du premier tour, Khalida Messaoudi avait déjà demandé l'annulation des élections. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'on dépasse largement une simple histoire de suffrage universel. On a l'impression qu'il y avait quand même une main, il y avait une volonté qui dépassait le simple cadre de l'Algérie. Alors, dans cette décennie sanglante, on distingue 3 types de terrorisme. Le terrorisme d'État, donc celui qui a été quand même condamné en 1991 par l'ONU, mais on verra plus tard que l'ONU, lorsqu'il rend son rapport après concernant les événements en Algérie, les événements sanglants en Algérie, en fait, ne va pas aller à l'encontre de l'État pour une mesure de pragmatisme, pour ne pas avoir à choisir entre l'État militaire, qui avait 2 clans principaux qui s'opposaient, et les islamistes, qui étaient donc les terroristes officiels. Donc ils ont quand même soutenu dans leur rapport, ils n'ont pas condamné l'État. Alors il y avait le terrorisme d'État qui a fini par être reconnu, celui des groupes islamistes armés et celui des groupes armés occultes. C'est certainement le plus intéressant parce que c'est là où on voit que la fameuse pratique des attentats sous faux drapeau, évidemment, n'a rien de nouveau, mais il semblerait qu'elle ait été systématisée et qu'elle ait même servi d'instrument au pouvoir. Alors, je débarque pour les Algériens, j'imagine que c'est une évidence, ils doivent hurler. En gros, on a utilisé les crimes qui ont été commis notamment par ce qu'on appelait les services de sécurité, ou organisés ou poussés les services de sécurité algériens, et en le mettant sur le dos des islamistes. Je me souviens que dans les années 90, on parlait souvent de personnes qui avaient eu des uniformes ou autres. Oui. Comme tu n'as pas lu le chat privé, je me permets d'intervenir et de te couper. Oui, t'écoute. Je vais me permettre. Là, il est 23h04, ça veut dire qu'il nous reste un quart d'heure pour ta partie plus tes conclusions. Oui. Je t'invite à aller droit au but. Merci. Ok, ça va. Alors, donc, j'ai dit quand même les choses les plus importantes. Je savais que ça serait trop long, donc j'ai voulu dire ce qui était le plus important. Donc, les droits de l'homme, le rôle de Khalida Messaoudi, qui a été donc nommée la féministe d'État et d'exportation. On l'a retrouvée notamment sur les plateaux dans une émission Le Bon Plaisir en 15 novembre 1995 avec André Glucksmann, et on voit absolument la façon de faire parler les gens, de désigner un ennemi et d'inciter à la crainte. On a aussi un reportage qui est passé sur Arte, par une journaliste, Véronique Tavo, et il y a un ancien membre du même parti dans lequel était Khalida Messaoudi, un parti de gouvernement, le RCD, donc c'est-à-dire le Rassemblement pour la culture et la démocratie, je crois, qui, après être sortie de ce parti, a raconté en fait comment elle avait influé la journaliste, dont on va avoir un petit extrait tout à l'heure, là, que va nous passer Redouane, où en fait elle a dit l'accord c'est bon, vous parlez pas de ce qui se passe, les incohérences, et qui montrent qu'il y a une participation des crimes au pouvoir algérien. L'essentiel, c'est donc la collusion, l'accord tacite qui a été passé. Donc je vais aller plus rapidement vers la partie la plus positive. Donc les droits de l'homme, j'ai abordé, je pense que c'est bon, j'ai pas besoin d'en revenir. C'est ce qui concerne le rôle des religieux, notamment les catholiques en Algérie. Alors il y a eu
déjà pendant la guerre d'Algérie, mais également pendant la décennie sanglante, deux partis. Alors, l'archevêque d'Alger des années 90, lui, par contre, n'a pas pris position contre le pouvoir algérien. J'ai cru comprendre qu'en fait, ton travail nécessitait, normalement beaucoup plus de temps pour être développé correctement. Donc, on te presse. Désolé, Stéphane. Non, je t'en prie, il n'y a pas de problème. Sache que de toute façon, en faisant ce travail, ça m'a permis de voir aussi l'essentiel et ça me permet de le restituer à l'oral. Tant pis pour les notes. À la limite, il y a tout dans le bouquin pour ceux que ça intéresserait. C'est aux éditions Hogarth. Enfin, de toute façon, si tu mets la couverture, ça permettra, s'il y en a que ça intéresse, de le retrouver. Alors, on a le rôle des religieux. Donc, alors, il y a une partie qui a permis de justifier, je vais pas dire une haine anti-catholique, mais c'est ceux qu'on a appelés les porteurs de la croix, je crois, ceux qui ont soutenu la croix. Alors, il faut savoir quand même que accusés avec raison, hein, parce qu'il y en a qui ont effectivement, alors, lors de la guerre d'Algérie, soutenu le pouvoir français, évidemment. On connaît le général Massu, qui a d'ailleurs salué un aumônier de la rue, je crois il s'appelait, qui a pris position clairement pour la cause nationale. Mais ça, on le retrouve. Alors, il y en avait aussi qui étaient contre. Alors, c'est souvent les gens qui sont près des populations qui les soulagent, si vous voulez. Et ça, on a eu le même cas pendant les années 90. Alors, moins franchement du côté oppresseur, mais ça serait plus des silences, ça serait plus une lâcheté. Alors, Jean-Paul II, par exemple, n'a pas fait de déclaration sans condamner la violence, quoi, comme on fait tout simplement, mais sans pouvoir en nommer plus. En revanche, les moines de Tibet et Rhin, dont vous avez très certainement entendu parler, et à propos desquels il y a eu un film que je n'ai pas vu, donc je peux absolument pas dire, vu ce que je viens de lire, si ça recouvre la réalité ou pas, j'en ai aucune idée. En tout cas, les moines de Tibet et Rhin, d'après ce que j'ai lu, là, des témoignages de différentes lettres, en fait, étaient très proches des gens, simplement, ils étaient installés donc dans l'arrière-pays, hein, dans les montagnes, et ils appelaient en fait ces islamistes, alors certains islamistes, hein, parce que c'est pareil, si on met ces islamistes, on n'a rien compris. Hein. Ils les appelaient leurs frères de la montagne, tout simplement, non pas qu'ils soient islamistes, mais ils venaient en aide à tout le monde, y compris des gens qui étaient blessés, et je pense qu'ils seraient probablement déplacés de faire un parallèle avec ce que les Israéliens ont fait avec Daesh, voilà, donc c'est pas la peine de le faire, ça n'a absolument rien à voir, on est vraiment dans de la charité. Et donc, leur assassinat, donc, de façon très logique, semble beaucoup plus lié au pouvoir militaire qu'aux islamistes qui ont été vraiment instrumentalisés. Et Khalida Messaoudi, en fait, ça a été un peu la femme de ménage, on va redonner un petit peu une place là aux féministes, ça a été la femme de ménage du sale boulot de la junte militaire, sachant qu'elle a choisi une des deux factions, la faction dans le pouvoir militaire algérien qui se disait éradicatrice par idéologie face à celle qui était éradicatrice par affairisme. Donc elle était plutôt du côté zéro-al, mais elle a réussi aussi à manœuvrer, et alors je dis elle, mais elle n'était pas toute seule, contre son propre parti pour montrer qu'on avait besoin d'elle. Alors on est dans une affaire de carriérisme qui finit aussi par une histoire de sécurité propre. J'ai vu la dernière vidéo où des questions de Khalida, donc Toumi maintenant, elle date de quelques jours. Alors elle est maintenant incarcérée pour prise d'intérêts illégaux, détournement de fonds, blabla. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Aucune idée. Depuis plus de 2 ans et demi. Et donc sa seule réplique aujourd'hui, c'est il y a un complot contre moi. Donc la posture de la victime dont il était question tout à l'heure a de toute façon été une constante, et elle est une constante de tous ces combats, de de revendication, et elle a donc été maintenue. Je n'irai pas sur toutes les incohérences qui sont présentes dans notamment ces discours à elle, parce que c'est elle que j'ai étudié. Et donc pour s'intéresser donc aux personnes qui, elles, par contre, ont permis aux populations de survivre et de ne pas perdre espoir, on a aussi l'exemple de l'émir Abdelkader. Alors là, on est en 1840, qui a mis en pratique les commandements du Coran sur le fait, par exemple, que les prisonniers, si on n'a pas de quoi les nourrir, on les libère. Il a été connu, notamment par des religieux, des évêques importants en France, dont un qui lui a permis d'être libéré. Il a été connu pour avoir libéré énormément de personnes et pour être
tout sauf quelqu'un de cruel, et à déconsidérer ses propres combattants, si la Smala, dans la Smala, s'il devait être cruel avec des prisonniers. La Troisième République, non pardon, c'est pas la Troisième République. Stéphane, je vais être cruel avec toi. Sois cruel. Fais-moi mal là. Oui, je vais te faire mal. On est à 2 heures de live et c'était fixé plutôt 1h30 que machin. Ok, ça marche. Alors en fait, comme le sujet est passionnant, ça sera peut-être l'occasion d'un autre live. Moi, je rajouterais même la guerre d'Algérie que je devrais connaître, que je connais très mal, pour être un sujet vraiment intéressant aussi. Si tu peux vraiment en une phrase nous dire l'essentiel et puis on va passer aux conclusions, s'il te plaît. Alors, dans ce cas-là, je préférerais, si Chirmine en est d'accord, pour faire la conclusion que j'avais prévue, qu'elle lise les parties d'une lettre qui permet d'expliquer que le féminisme est un combat vain. C'est-à-dire, c'est écrit de la part d'une féministe qui s'est convertie à l'islam en expliquant que le combat des femmes, c'est certainement pas un combat féministe et que le titre de ma partie, si vous voulez, c'était le féminisme à égalité contre les hommes et les femmes. Voilà, les femmes et les hommes. Alors, Chirmine, je ne sais pas si tu es disposée à lire la lettre. Oui, je peux le faire. Avec plaisir. Je te remercie. Alors, j'y vais. Alors, c'est un texte de Joséphine Aufdermor Amani, qui est une militante des droits de l'homme, et le texte s'intitule « D'un féminisme européen vers un féminisme islamique ». Avant d'habiter dans un pays musulman, je partageais l'opinion occidentale courante que les femmes musulmanes étaient traitées comme une sous-classe, forcées de couvrir leur tête et leur corps avec des vêtements sombres et informes. À mes yeux d'occidentale et de féministe, ces femmes étaient sans instruction et dominées par les hommes de la famille. La réalité que j'ai découverte était beaucoup plus complexe. J'ai rencontré des filles et des femmes de tous âges et milieux. Il y avait les instruites et les analphabètes, les sérieuses et les frivoles, les arabophones et les francophones, les riches et les pauvres, les religieuses et les non-religieuses. Dans les familles traditionnelles, avec une structure patriarcale en apparence, j'ai trouvé à ma grande surprise que les femmes avaient beaucoup de pouvoir financier et décisionnel. Dans les familles modernes, avec des femmes qui poursuivaient leurs études ou travaillaient à l'extérieur de la maison, il y avait celles qui s'habillaient en hijab et celles qui suivaient la mode européenne. Parmi mes étudiantes, il y avait celles qui étaient forcées de porter le hijab, mais la majorité d'entre elles avaient décidé elles-mêmes de s'habiller islamiquement. J'ai aussi rencontré des jeunes femmes qui voulaient porter le hijab, mais leur famille s'y opposait. Malheureusement, cette diversité d'opinions, de mentalités et de caractères est rarement révélée par les médias occidentaux. On nous présente soit la femme voilée et opprimée, soit la femme moderne et libérée. Il y a quelques années, sur une chaîne de télévision française, Khalida Messaoudi a critiqué les musulmanes pratiquantes en Algérie pour avoir adopté un manteau long et un foulard simple. Elle a déploré que les belles robes traditionnelles ne soient pas portées. Elle a omis de dire que ces robes, belles comme elles sont gardées pour les mariages et les autres fêtes. La robe constantinoise, avec sa broderie en or, et la blouse de Tlemcen, avec les perles, n'était jamais portée pour aller au travail, à l'université ou au marché. En outre, la femme algérienne a toujours couvert sa belle robe avec le haïk, un vêtement très restrictif, en quittant sa maison. Cette déformation, cette utilisation des demi-vérités est omniprésente dans le discours de Khalida Messaoudi. Que Khalida Messaoudi prétende parler au nom de la femme algérienne, moi, en tant que femme européenne, avec une certaine compréhension de la société algérienne et de sa complexité, je trouve cela outrageant. Comment doivent-elles se sentir, ces millions de concitoyennes sans voix ? Que Khalida Messaoudi utilise un langage émotif pour plaire au public occidental, un public souvent ravi d'avoir ses préjugés confirmés, est intellectuellement malhonnête. Cette malhonnêteté est encore plus grave quand on prend en considération son rôle de porte-parole de la junte militaire en Algérie. Il y a une mentalité macho en l'homme algérien, mais étant donné que cette mentalité est aussi présente partout dans les pays méditerranéens, sans parler de l'Europe, d'autres éléments doivent supporter le blâme que l'islam. Il y a des femmes maltraitées par leur mari, leur père et leurs frères en Algérie, mais il y en a aussi dans le monde entier. Quand une femme est abusée physiquement ou mentalement en Europe, on n'attaque pas le christianisme. Pourquoi devrait-on condamner l'islam quand un musulman maltraite une femme ? Après plusieurs années d'études et de réflexion, je suis maintenant une musulmane pratiquante et je porte le hijab. Je ne suis pas soumise à mon mari, mais à Dieu. Je continue d'être politiquement active comme avant, assistant aux conférences, aux réunions et aux manifestations. Par l'acceptation de la différence qui existe entre les deux sexes en islam et par l'inégalité, je ne vois aucune contradiction entre mes idées féministes et mon choix de porter le voile. Merci.
Alors écoutez, on va faire le... Je vous précipite un peu la fin, je m'excuse. On va faire le tour de table de conclusion. Je propose qu'on reprenne l'ordre de départ. On va faire Maria, Shermine, Stéphane, et puis je terminerai. Maria. Bon, oui. Eh ben, écoute, merci de me redonner la parole. Oui, je pense que il faut pas oublier que notre situation est encore plus complexe que ce qu'on a pu supposer. Chaque fois qu'il y a une grande poussée de féminisme avec ses excès, c'est parce que c'est la société qui est en train de se transformer et que donc les règles qui donnaient de la stabilité aux couples, aux familles, sont brisées de l'extérieur et suscitent forcément des réactions et des adaptations qui sont très difficiles. Alors, gardons en tête que nous ne sommes pas des mères de famille modèles, toutes les trois qui avons participé à cette affaire, des épouses, bon, je ne me mêle pas de la vie privée des uns ou des autres, mais bon, en tout cas, moi, je ne suis pas une épouse modèle. On a des idéaux, c'est déjà ça. On a une complexité de la situation qui est parfois vraiment... qui ne nous permet pas du tout d'être à la hauteur de nos idéaux. Bon, soyons clairs. Alors, pour finir tragiquement, je voudrais dire que j'ai retrouvé un mythe antique qui ressemble beaucoup quand même à cette affreuse caricature de nous-mêmes que voudraient nous imposer les féministes, même si nous avons beaucoup de défauts qui justifient qu'on fasse la caricature de nous-mêmes. C'est le mythe de Médée. Alors, Médée, c'est un thème qui a été traité par Euripide. Euripide, c'est le plus psychologue des grands tragiques grecs. Alors, je vous raconte l'histoire de Médée parce qu'elle est sensationnelle. Et Médée, les féministes l'aiment bien. Et elles n'osent pas le dire complètement parce que c'est quand même très choquant, mais elles aimeraient bien pouvoir idéaliser Médée. Alors, l'histoire de Médée, c'est celle d'une femme délaissée par son mari pour une autre, plus belle et plus jeune. Bon, quoi de plus classique. Dépitée, elle se sent victime d'une injustice colossale, mais elle est impuissante parce que la société ne lui donne pas de moyens justement de ramener son mari vers elle, de lui obéir. Bon, c'est pas possible. Alors, pour se venger, elle fait porter des cadeaux empoisonnés à sa rivale par ses enfants. Donc, ses enfants, c'est 2 garçons. Une fois qu'elle les a utilisés comme ça, comme complices d'un crime, eh bien, elle assassine ces 2 garçons, vraiment juste pour emmerder le mari, pour le faire souffrir. Alors, ça ne règle rien, ça engendre d'autres meurtres, et ça c'est classique, dans tous les mythes grecs, on voit qu'un meurtre engendre des meurtres en chaîne chez les collatéraux, chez les descendants et sur beaucoup de générations. Donc c'est vraiment la destruction de la société qui est provoquée par une faute. Alors dans le système judéo-chrétien, on a le mythe d'Adam et Ève pour dire comment une erreur, un péché grave, une insoumission à Dieu produit des calamités. C'est la fameuse pomme de Ève. Dans le monde grec, c'est autrement, et c'est très très cruel avec ces histoires de meurtres carabinés, et toujours de meurtres en famille. Donc ça touche toujours à l'inceste, cette façon d'utiliser ses proches à des fins de pouvoir qui sont atroces. Et on a encore un personnage dans la mythologie grecque qui inspire beaucoup les féministes. Et alors là, ce qui est amusant, si vous voulez, je pense que la plupart des féministes ne sont pas aussi criminelles que Médée. Quand elles s'aperçoivent qu'elles sont allées trop loin, elles se suicident, comme nous l'a très bien expliqué Charmine. Mais par contre, le personnage de Méduse, ça, c'est nous dans notre caricature. Et donc, il faut le faire savoir pour y réfléchir. Méduse, on la connaît par sa tête entourée de serpents, un visage absolument horrible, qui a été représenté par Rubens, qui était un homme à femme, un homme qui adorait son épouse, qui l'a représentée toute nue. Il l'aimait à la folie. Bon, il voulait que tout le monde en profite. Bon. Eh bien, Rubens était horrifié par Méduse et il l'a représentée égorgée, tout simplement. Alors, Méduse, c'est une sorcière.
Là, les féministes adorent les sorcières. Au départ, dans la peinture grecque et la sculpture, elle est représentée avec un visage de sanglier entouré de serpents. C'est-à-dire que c'est vraiment une femme horrible, hein. Un monstre, hein. On peut la voir comme femme à barbe ou femme animale. Enfin, bon, hein. Et elle est tellement laide qu'elle fait peur à tous ceux qui la regardent en face, au point qu'elle les pétrifie, elle les change en pierre. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas être accusé, de ne pas combattre un homme portant un bouclier qui représente la tête de Méduse de face. Il faut essayer de contourner cette image parce que l'image en elle-même est maléfique. Ça, c'est une leçon importante. Comment combattre le pire dans les femmes, c'est peut-être pas forcément de face. Donc, nos néo-féministes sont plus que des méduses horribles, hein, ce sont des médées à part entière. Je pense qu'elles tuent, parmi d'autres crimes, sa propre conscience et son propre instinct vital. Les dommages qu'elle crée aussi, donc non seulement sur son mari, sur l'espèce masculine en général, sur ses propres enfants, des garçons. Il faut voir aussi que la femme moderne porte un tort terrible aussi aux frères et sœurs d'enfants qui n'ont pas vu le jour. Parce qu'ils sauront un jour ou l'autre, hein, que leur maman a eu des avortements, qui sont donc des survivants, voire des sursitaires, les enfants d'une mère sans âme qui les a triés dès leur conception. Donc une femme qui, comme Médée, est capable de se servir d'eux, mort ou vif, pour ce qu'elle estime être son droit à la toute-puissance. Donc c'est Médée, c'est la tête de Méduse. Bon. Alors, Mélanie disait qu'effectivement, j'avais pensé à une belle image pour nous redonner de l'espoir, l'image des ogives, hein, des églises gothiques, où les architectes construisent les voûtes gothiques par la poussée contraire et symétrique de deux forces. On peut les voir comme forces féminines et masculines, des forces contraires qui s'opposent. Et cette opposition, ne la minimisons pas, hein, elle existera toujours, hein. Les hommes sont féroces contre les femmes aussi, hein, en parole, en pensée et parfois en acte. Mais qu'est-ce qui se passe pour avoir une ogive? Eh bien, les deux forces contraires vont se rejoindre dans la clé de voûte, tout en haut. Donc, ce sont des forces qui aspirent à la hauteur, qui aspirent à une vérité supérieure au conflit purement humain, hein, qui nous déchire. Et donc, les forces contraires, elles s'annulent à partir du moment où la convergence se produit. Donc c'est la forme de l'ogive qu'on retrouve tout le temps au Moyen-Âge dans le style gothique, dont on peut remarquer, et ça a été très souvent remarqué, que c'est très visible dans les portails des églises gothiques, que c'est une forme très féminine, hein, qui suggère une ouverture de type vaginal. Alors ça nous rappelle, hein, que les temples chrétiens, les églises, ont une sorte de vocation par l'histoire de l'architecture à être des refuges, à être des images du féminin en lui-même en tant que refuge, protection, lieu où on arrive à reprendre des forces parce que les conflits s'apaisent à l'intérieur des églises. Bon, voilà les bonnes choses, hein, à retenir. Et puis, je suis sûre qu'on retrouve des éléments positifs aussi, hein, dans la façon de régler les conflits entre les deux sexes dans toutes les grandes civilisations. Et ce sera toujours mieux que la barbarie vers laquelle on nous pousse de façon épouvantable en ce moment. Stop. Merci Maria. Merci de votre patience. Bon, Charmine, justement, je voulais, comme tu as fait le sujet sur les femmes, indiquer qu'il y avait des jeunes femmes catholiques en France qui s'étaient opposées aux femmes, qui s'appellent les Antigones, pour celles qui veulent les machins. Et puis il y a les Antigones aussi font des très bonnes émissions pour celles qui connaissent. Voilà, je te laisse la parole. Oui, alors je vais juste lire un petit passage que j'avais écrit. Pour conclure, donc, nous évoluons dans une société calquée sur le schéma du dominant-dominé, régi par un système totalitaire et pervers où règne l'argent et le pouvoir. En faisant des recherches sur le TPN, qui est le trouble de la personnalité narcissique,
et sur la perversion narcissique, je me suis rendu compte que beaucoup de maladies pouvaient caractériser ce trouble. La paranoïa, la mégalomanie, la mythomanie, mais aussi et surtout le complexe de Dieu. Les gens qui en souffrent croient qu'ils ont des pouvoirs et qu'ils peuvent être meilleurs que Dieu. On se retrouve dans une société dans laquelle on veut nous faire croire qu'il n'y a tout simplement plus de Dieu, mais des dirigeants, des artistes ou autres individus auxquels on se soumet et que l'on idolâtre. Je parlais tout à l'heure des membres Femen qui idolâtraient Inna Shevchenko, et c'est un exemple parmi tant d'autres. Tu parlais tout à l'heure, Mélanie, des problèmes de changement de sexe, d'homosexualité. Mais il faut savoir que les gens ne se connaissent plus. Ils ne savent plus qui ils sont. Ils sont totalement perdus. Ils reproduisent ce qu'on leur demande de faire, et ce, dès le plus jeune âge. On le voit à l'éducation nationale, où le rôle dominant est tenu par le professeur, puis ensuite dans le monde professionnel, où on nous demande d'obéir aux ordres d'un chef. La santé mentale de chaque individu est en péril. Mais heureusement qu'il y a les vacances ou toutes les distractions du système pour ne pas sombrer. Et surtout ne pas plonger en soi pour reconnaître qui nous sommes vraiment. On se compare aux autres, et on ne s'accepte tout simplement pas. On n'accepte tout simplement pas nos défauts. On veut se montrer sous notre meilleur jour. Mais comment pouvons-nous évoluer en tant qu'être humain dans ces conditions ? Dans cette société, on n'a pas le temps de prendre un temps et y regarder en soi. Alors on est constamment redirigé, manipulé, maltraité, instrumentalisé. Et c'est ce qui arrive en l'occurrence aux femmes aujourd'hui. Alors elles se vengent en accusant le modèle patriarcal et par extension les religions et les hommes. Nous sommes dans une société où tout doit être facile. Si c'est trop dur, on ne fait aucun effort. Femen est un mouvement qui est encore bien présent mais qui s'essouffle. Les ex-adhérentes le voient comme un mouvement violent et sombre. Aujourd'hui, la vérité commence à éclater un peu partout, dans tous les domaines. Alors, est-ce que le mouvement Femen continuera d'exister d'ici là ? Voilà pour ma conclusion. Très beau texte. Merci. Merci Charmine. Stéphane, c'est à toi. Alors, je dirais, il est difficile de juger les personnes, notamment Rakhdam et Saoudi, à plus forte raison si nous voulons promouvoir la réconciliation, parce que toute guerre s'arrête, parce qu'il y a un moment où on trouve un terrain d'entente, c'est pas parce qu'il y en a un qui a gagné. Nous pouvons cependant nous efforcer de mettre en évidence leurs erreurs, à certaines de ces personnes, leurs fautes et leurs crimes, s'il y a besoin. Ce qui nourrissent le cercle de la vengeance et de l'incompréhension. Et le problème, c'est qu'on constate que le discours humaniste, il faut bien comprendre que quand je parle d'humanisme, je parle des histoires de droits de l'homme, droits des femmes, droits de ce que vous voulez, sont des abstractions face à la réalité. Et le problème, c'est qu'on prône un discours qui empêche le dialogue. Donc on a une opposition entre le discours et le dialogue, c'est-à-dire on t'envoie un discours et puis en face, tu te tais, quoi, c'est ça. Donc il est très important aujourd'hui de comprendre que tout ce qui est droit de l'homme, droit de la femme, tout ce qui est droit est certainement... Sexuel. Comment ? On est arrivé au droit sexuel. Quand on parle de droit, en fait, c'est le droit de détruire ce que l'on revendique, en fait, tout simplement, parce qu'on ne sait pas de quoi l'on parle. Donc, avec un droit, il y a toujours un devoir. Pour un droit, il y a un responsable derrière. Sinon, c'est voilà. Donc, les droits de l'homme et de la femme, sont contre l'homme et la femme, pour la faire courte. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci Stéphane. Oui, excuse-moi, je complétais sur le fait qu'il y a cette énorme absurdité des droits sexuels, dont certains ont épluché les dégueulasseries qui s'y trouvent. Écoutez, moi, je vais commencer par remercier Redouane, qui nous a été bien précieux. Il est en coulisses, il est apparu de temps en temps, mais voilà, un grand merci à lui de la part de nous tous. Je dirais, moi, c'est quelque chose que je dis très souvent quand je m'adresse aux femmes. Je dis, écoutez, arrêtez de vous faire passer pour des pauvres victimes. Les femmes ont des pouvoirs immenses, à commencer par celui de la mère. Je défie aucun homme sur Terre d'arriver à s'approcher des enfants si la femme fait un cercle autour des enfants et l'empêche d'y rentrer. Donc le pouvoir de la mère, il est absolu, il est intouchable, et il serait temps que les hommes arrêtent de se laisser faire avec ça. Voilà, besoin de contre-pouvoir. Le pouvoir de la séduction, les hommes sont très faibles avec sont très très affaiblis par le charme et la beauté des femmes. Donc nous avons un pouvoir de séduction phénoménal. Donc soyons honnêtes avec nous et reconnaissons-le avant d'en vouloir toujours plus. Voilà, plus les femmes obtiennent de pouvoir, c'était toi qui avais dit ça, Maria, plus elles continuent à le revendiquer et c'est de plus en plus hystérique et agressif. Et donc le pouvoir, quel que soit le sexe, doit être limité, sinon il est abusif. Voilà, ça c'est important de le dire. Je me suis retrouvée dans une manifestation après une manifestation Gilets jaunes, j'avais été à une manifestation de féministes complètement dingo, avec des mecs tenus en laisse qui acceptaient de se faire fouetter. Elles étaient toutes en violet, c'était sur Paris. Et j'avais fini par... il y avait une femme qui avait très envie de me taper. Et j'avais fini, elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux, toi? J'avais fini
par lui dire « Je voudrais que les hommes soient des hommes et que les femmes soient des femmes ». Et elle m'avait répondu « Je ne comprends pas ce que tu veux dire ». Ça me paraît être un bon résumé de tout ce qu'on a dit. Et après, pour finir sur une petite touche personnelle, moi je suis une pure héritière, malgré moi, je dirais, de mai 68. Donc j'ai été comme nous toutes, comme nous tous, polluée par cette idéologie mortifère. Ça m'a donné un certain goût de l'indépendance et puis en même temps une conscience des dégâts que ça a amené pour moi, pour les couples, pour mes enfants. Et donc comment remédier à tout ça? Alors c'est vrai que je suis pas prête à repartir à l'époque de ma grand-mère, c'est peut-être pas le but. Voilà, je trouve qu'il y a un nouvel équilibre à trouver avec un rôle de chacun qui soit bien défini, clairement. Voilà, je pense qu'il est grand temps que les femmes fassent la paix avec les hommes. Je pense qu'ils n'attendent que ça et qu'on les rassure. Voilà. Donc on nous a dit qu'on nous emmenait vers le pire des femmes, allons vers le meilleur, car les femmes dans le meilleur d'elles-mêmes sont magnifiques et les hommes dans le meilleur d'eux-mêmes sont magnifiques. Très bonne soirée à vous tous, merci d'avoir été avec nous.